Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice CGA 11F. Donc on veut préparer une solution de DTA, notée H2Y de moins, de concentration 0,1 mol par litre, en dissolvant une masse M de solide, comme ceci. Alors plusieurs commentaires sur cet énoncé avant de commencer, enfin plutôt pour commencer l'exercice. Le premier commentaire, c'est que Y, bien entendu, ne représente pas un atome ou un élément seul. Il s'avère que c'est une notation compacte pour une molécule organique assez compliquée qui est le DTA. Donc ça, c'est une pratique qui est relativement courante dès qu'on a des molécules organiques un peu grosses, pour éviter tout simplement d'avoir des formules brutes trop longues à écrire. Donc on compacte en fait l'écriture en utilisant, alors le DTA traditionnellement c'est Y, mais ça ce n'est pas du tout à savoir. Il faut juste pas être dérouté par le fait qu'on utilise une espèce de lettre unique ou une combinaison de lettres pour représenter une molécule compliquée. Ça c'est la première chose, en soi ça c'était pas très compliqué. Le deuxième truc un peu plus bizarre, c'est cette histoire-là. En fait, on se rend compte que le solide a une formule brute un peu étrange, c'est-à-dire qu'on a d'une part quelque chose qui ressemblerait au solide qui nous intéresse, celui-là, là, Na2H2Y, on reconnaît H2Y de moins, avec deux ions Na+, pour la neutralité, ça c'est pas très très surprenant. Mais on a aussi deux H2O qui viennent se cacher dans cette formule brute. Alors ça, la réalité physique de ça, c'est relativement simple. En fait, lorsqu'on va préparer un cristal, eh bien en fait, il va y avoir des... donc on va bien entendu faire en sorte qu'il n'y ait pas d'impureté dans ce cristal, ou en tout cas le moins possible. Mais à l'intérieur du réseau cristallin du solide vont plutôt se coincer des molécules d'eau qu'on peut en général enlever par séchage. Ça s'appelle déshydrater le solide. Mais en fait, c'est un processus qui est assez long, donc qui revient a priori plus cher. Et en fait, c'est un processus qui n'est pas forcément utile parce que très souvent, on va utiliser ces produits en solution aqueuse. Et donc, la première chose qu'on va faire avec ces produits, c'est les dissoudre dans l'eau. Ce qui fait que la présence d'eau initiale dans le solide ne pose pas de problème majeur à partir du moment où, en fait, lors de l'utilisation, on va littéralement noyer le solide dans des quantités considérables d'eau. Et donc en fait, on a tendance à laisser finalement des impuretés, des molécules d'eau coincées à l'intérieur du réseau cristallin du solide lorsqu'on fait une synthèse, ce qui permet en fait factuellement de passer moins de temps à faire cette synthèse. Alors en fait, ça n'a pas de conséquences pratiques majeures. La seule conséquence que ça a, c'est qu'en fait, le solide n'a pas la masse molaire du produit pur qu'on considère, c'est-à-dire celle-là, mais une masse molaire un peu plus grande. En fait, ce que ce 2,2 H2O signifie, c'est qu'en moyenne, pour une molécule de solide, il y a en fait deux molécules d'eau coincées à l'intérieur du réseau cristallin. Alors le en moyenne est très important, hein, ce coefficient 2 n'a pas beaucoup d'importance, enfin il est là-dedans, mais ça peut être à peu près n'importe quoi. On peut même tomber sur des coefficients qui sont décimaux, hein, 1,1, 2,7, 3,8, 0,5, etc., etc. Et en fait, la seule conséquence que ça a d'un point de vue pratique, c'est que la masse molaire du composé, au lieu d'être celle du composé pur, va être celle du composé pur plus deux fois la masse molaire de H2O. En général, cette masse molaire est écrite directement sur le flacon, enfin la bouteille en fait qui contient le solide. Ici, on va le calculer pour la mort de l'exercice, mais bon voilà, c'est pas extrêmement compliqué, mais il faut avoir déjà vu ça une fois dans sa vie pour ne pas aussi être dérouté par ce genre de formule un peu étrange. Alors, l'idée ici, c'est qu'on vous donne une concentration, et c'est bien la concentration ça, puisque la concentration en solide, ça ne veut strictement rien dire. Donc il faut bien entendu, comme dans tout exercice où il y a des dissolutions, écrire l'équation de dissolution. Donc on a Na2 H2Y. Alors on peut mettre le 2H2O ou pas, ça n'a aucune forme d'importance. Moi je le garde, puisque je recopie l'intégralité de la chose, mais c'est pas forcément obligatoire. Solide, qui va donner, eh bien en fait, bien entendu, on va retrouver les ions Na+, il y en a deux, ici, en raison du 2 qu'il y a là. On va avoir H2Y2-, qui est le composé qui nous intéresse. Et on va avoir les deux molécules d'eau qui vont être libérées lors de la dissolution du solide. Si on met N0 mol de solide au départ et qu'on n'a pas de sodium ni de H2Y2- au départ, et bien, et l'infini ici, on en aura 0 à l'arrivée, 2N0 ici et N0 là, ce qui vous montre que le nombre de molécules de H2Y2, enfin d'ion H2Y2- qu'on obtient, c'est le nombre de molécules de solide qu'on a dissous. Il nous faut donc calculer N0 à partir des données de l'énoncé. Alors en fait, N0 c'est relativement simple à calculer. C'est tout simplement la concentration en H2Y2-, 0,1 mol
par litre, multiplié par le volume, c'est-à-dire 0,5 litres. Et ça donne tout simplement 5 10 puissance moins 2 mol à dissoudre. Voilà. Et pour calculer la masse, il faut tout simplement faire N0 multiplié par la masse molaire de tout cet objet-là. Alors en fait, cette masse molaire se calcule, donc N0, je vais le récupérer, c'est 5 10 moins 2 mol, multiplié par, et bien en fait, on va simplement récupérer les données de masse atomique. Donc on doit avoir 2 sodium. Le sodium, ça a une masse molaire de 23 grammes par mol, donc ça fait 46 grammes par mol. Ensuite, on vous indique que, alors 2H, donc 2H ça va faire 2. Y a une masse molaire de 288 grammes par mol d'après les données. Et ensuite, on doit rajouter 2 H2O. Alors la masse molaire de H2O c'est 18, donc x 2 ça va donner 36. Et tout ça en grammes mol moins 1, ce qui donne en fait une masse totale de, et ça se calcule indirectement, de 5 10 moins 2. 5 10 moins 2, excusez-moi le temps de prendre ma calculatrice, multiplié par 46 plus 2 plus 288 plus 36, voilà. Et on trouve en fait 18,6 grammes de solide à dissoudre, voilà, ce qui est une quantité tout à fait respectable pour ce genre de concentration et ce genre de solution. Donc on doit dissoudre 18,6 grammes du solide présenté pour avoir ça, donc ça c'est la valeur de M. Et c'est la réponse à la question 1 au passage. Ensuite, on vous dit qu'on mélange à cette solution 100 ml d'une solution de Cu2+ à 0,2 mol par litre qui va réagir avec le DTA selon cette réaction-là. Alors en fait, ici, on va avoir un mélange, donc il faut beaucoup se méfier parce que les concentrations initiales vont en fait changer puisque le volume initial va changer. On avait 500 ml au départ, on en aura 600 et ici 100. Donc avant de me jeter à corps perdu dans l'exercice, je vais calculer les concentrations initiales en mes diverses espèces. Donc je vais avoir H2Y2- initiale, qui va être tout simplement en fait ma concentration, 0,1 mol par litre, multiplié par le volume, 0,5 litres, divisé par 0,6 litres, à savoir le volume final que j'avais. Donc c'est tout simplement 5 sixièmes de ma concentration initiale, c'est-à-dire 8,3 10 puissance moins 2. Donc on a 8,33 10 puissance moins 2 mol par litre de H2Y2-. Et je vais calculer aussi ma concentration initiale en ion Cu2+. Ça, c'est tout simplement 0,2 mol par litre, ma concentration initiale, multiplié par mon volume que j'ai prélevé, 0,1 litre, c'est les 100 ml qui sont ici, et divisé par mon volume final, qui est 0,6 litres. Donc cette fois, en fait, on va avoir une division par 6 de la concentration. Et donc on trouve 3,33 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc ça, ce sont mes concentrations initiales en Cu2+ et H2Y2-. Donc je vais maintenant réécrire l'équation bilan telle qu'elle est donnée dans l'énoncé. Donc H2Y2- AQ, plus Cu2+ AQ, plus 2H2O, qui va donner CuY2- AQ, plus 2H3O+, toujours AQ, ça ne change pas. Comme on n'a que des solutés, mis à part le solvant, on peut tout à fait travailler en concentration. Alors pour compacter un peu les choses, je vais appeler ça C1 et je vais appeler ça C2. Voilà, ça m'évitera d'avoir à les recopier. Donc ici, je vais avoir C1 moins X. Là, je vais avoir C2 moins X. Là, je vais avoir l'infini. Et ici, je vais produire X et 2X dans cette histoire. Ce qu'on vous demande, c'est la concentration en CuY2- à l'équilibre. On vous dit que la réaction est totale. Donc là, on va appliquer l'algorithme de base pour traiter les réactions totales. Première chose à faire, déterminer l'avancement maximum. Alors l'avancement maximum, vous prenez les quantités initiales, enfin les concentrations initiales de chacun des deux réactifs et on divise par son coefficient stoichiométrique en valeur absolue. Donc ici, les valeurs absolues des coefficients stoichiométriques valent 1, donc ça ne va pas être très compliqué. Et on prend le plus petit.
Donc le plus petit ici, c'est pas extrêmement compliqué, c'est celui-là, en fait, il s'avère que x max, c'est égal à 8, pardon, justement, pas 8, c'est l'autre, 3,33, 10 puissance moins 2 mol par litre, ce qui vous montre en fait que c'est le cuivre qui est le réactif limitant. On applique alors l'algorithme ici. L'idée est simple. Pour toutes les espèces en dehors du ou des réactifs limitants, on peut remplacer x par x max. Et pour les autres, et pour les réactifs limitants, on va le remplacer par epsilon fois la valeur absolue de son coefficient stoichiométrique. Donc ici, on va avoir epsilon. Ici, pour celui règle de moins, il suffit de remplacer x par x max. Donc on va trouver 3,33 10 puissance moins 2. Ici, on va trouver le double, c'est-à-dire 6,67 10 puissance moins 2. Et si on a envie de calculer la concentration en H2Y2-, et bien c'est pas très compliqué, il suffit de faire 8,33 10-2 moins 3,33 10-2, et on trouve 5 10 puissance moins 2 ici. Voilà. Ce n'est pas demandé par l'énoncé, la seule chose qui est demandée dans cette histoire, c'est la concentration en CuY2-, que je vais donc écrire ici. La concentration en CuY2- à l'équilibre, ça veut tout simplement 3,33 10 puissance moins 2 mol par litre, mais on pouvait aussi calculer la concentration en H3+, et la concentration en H2Y2-. Pour calculer epsilon, il faudrait connaître le quotient de réaction, qu'on ne connaît pas, et ça aurait ici permis de vérifier la validité de notre approximation, mais ça, encore une fois, on ne peut pas le faire parce qu'on ne peut pas calculer epsilon. On a donc répondu, si je ne me trompe pas, je vais vérifier, c'est bon, à l'intégralité des questions de cet exercice. On se retrouve donc dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.